Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. Bonjour, bienvenue, Bonjour Francis, début de semaine. Bienvenue à ta quotidienne. Caroline Proulx, donc ancienne ministre du Tourisme, a été condamnée, reconnue coupable ces derniers jours et condamnée à payer 60 000 $ en dommages pour avoir interdit la tenue d'un événement qui devait se tenir il y a 3 ans, un événement pro-vie, donc en défaveur de l'avortement. Que fais-tu de cette histoire? Bon, écoute, d'abord, première chose, ça devait se tenir au Centre des congrès de Québec, qui relevait de la responsabilité de la ministre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on la condamne en son nom propre. Hein. C'est elle qui doit payer l'amende ou la contravention, ce qui est quand même surprenant, considérant qu'elle exerçait une fonction, puis c'est au titre de sa fonction qu'elle a fait ça. Donc, je ne sais pas si on doit la tenir, elle, responsable. Là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui se sont levés, qui sont montés aux barricades pour défendre la liberté d'expression, qui se sont dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, empêcher un organisme de tenir une conférence ou un congrès ou que sais-je encore, en raison de leur position pro-vie ou en tout cas contre l'avortement. Quelle que soit la position, d'ailleurs. Ben justement, puis moi, honnêtement, je suis pas sûr que je suis d'accord avec ça parce que je pense souvent qu'on comprend mal ce que ça implique défendre la liberté d'expression. La liberté d'expression, typiquement, c'est un droit libéral, ça veut dire que c'est un droit négatif. On la défend lorsqu'on n'interfère pas avec. Mais il y a une différence entre ne pas interférer et activement permettre ou favoriser. Le gouvernement du Québec n'a pas d'affaire à poursuivre telle ou telle organisation si on tient des propos qui sont discutables ou qui peuvent débattre. Mais le gouvernement du Québec n'est pas non plus tenu à favoriser ou à permettre à certaines organisations d'utiliser des lieux qui lui appartiennent, qui relèvent de sa juridiction, pour exprimer certaines idées. Parce que j'appellerais un truc, Francis, on a toujours ce même problème-là avec ces débats-là, où on pense que l'État doit être neutre. Mais l'État n'est pas neutre. Et l'État n'a pas à être neutre. Dans les faits, l'État fait la promotion d'une panoplie de valeurs. On fait des campagnes publicitaires pour vous dire quoi manger. On défavorise le tabagisme. On promouvoit une certaine vision de notre histoire à l'école. L'État, en tant que tel, a des valeurs et il peut les défendre. Et s'il s'avère qu'au Québec, comme nous le montrent les sondages, nous avons un genre de consensus social autour de la liberté de la femme à disposer de son propre corps, ça me semble tout à fait raisonnable qu'une ministre décide que un bâtiment, un espace qui relève de ma juridiction ne servira pas à émettre des idées qui s'opposent à ce droit-là, qui est celui que défend une majorité du peuple québécois. Mais donc, c'est à la ministre en place à ce moment-là, selon toi, de déterminer quels discours peuvent être légitimes ou non dans l'espace public, essentiellement. Là. Puis je trouve ça un peu particulier parce qu'ultimement, qui est cette ministre pour... Puis là, bien évidemment, la ministre Proulx a dit que c'était contre mes valeurs, mais est-ce qu'on peut avoir la liste des valeurs? Tu parlais de tabagisme, est-ce qu'on va aussi interdire, par exemple, un regroupement de tabagistes qui voudrait faire l'État sur l'industrie? Est-ce que tu serais favorable? Supposons qu'il y avait l'Association des producteurs de tabac qui voulait louer le Palais des Congrès de Montréal pour faire une conférence sur comment contourner la législation. Les vertus. Bon, ça enlève l'anxiété, c'est plus fun socialement, ça vous fait rencontrer du monde à la sortie des bars. Ce qui est, on va le dire comme ça, c'est pas tout à fait faux. Mais néanmoins, je pense qu'on serait très à l'aise que le gouvernement n'accepte pas qu'on se serve d'un de ces lieux pour ça. Moi, je serais très mal à l'aise, personnellement. Tu serais très mal... OK, autre exemple. Suppose, puis là, je vais faire un truc volontairement caricatural. Imagine qu'on a une organisation de néo-nazis. Puis elles veulent... Non, mais c'est une vraie affaire, ça, OK? Puis cette organisation-là veut faire la promotion de son antisémitisme, de son racisme, etc. Puis elle demande de louer le Centre des congrès de Québec. Est-ce que tu serais à l'aise dans ce cas-là? Mais c'est là où il y a... je serais pas à l'aise, mais je serais pas à l'aise, pas tellement sur la base... notamment sur la base de mes valeurs, mais aussi parce qu'il y a des lois qui encadrent ça. Discours à la haine, tu sais, stationnaire. Je veux dire, dans le cas du débat... Puis je vais juste réitérer, comme l'ont fait pratiquement tous les commentateurs que j'ai pu lire ces derniers jours, que je suis, moi, très favorable à l'avortement puis au droit des femmes de disposer de leur corps. Mais néanmoins, il y a un débat social là-dessus. C'est une évolution relativement récente. Je veux dire qu'il y a des gens qui croient à l'inverse. Ça n'en fait pas des criminels. Je veux dire, je pense pas qu'on devrait... Au contraire, je pense qu'il faut permettre l'expression de ces idées-là pour mieux les comprendre puis les réfuter, à la limite. Puis regarde ce qui s'est passé aux États-Unis il y a pas très longtemps. Les États-Unis, là, c'est pas le Zimbabwe. Là. C'est pas une culture totalement étrangère à la nôtre. Là. Ils ont renversé Roe v. Wade. Je veux dire, le débat est toujours vivant. Après, comme je dis... Est-ce qu'on veut qu'il soit vivant, ce débat-là? Parce qu'un truc qu'on oublie, c'est que ces fameuses organisations religieuses-là, qui sont très bons pour se draper dans un langage qui a l'air à peu près sympathique. Par exemple, si on vous demande si vous êtes pro-l'avortement, on va vous répondre « je ne veux pas changer les lois actuelles ». On ne répond pas qu'on est pro, ou contre. On dit « je ne veux pas changer les lois actuelles ». Bon, ces organisations-là, parfois, elles portent des valeurs qui
honnêtement, ne sont pas celles du consensus social québécois. Une vision religieuse, qu'elle soit chrétienne, islamiste ou juive, souvent, on a beaucoup contre l'égalité homme-femme. Puis il y a un moment où le problème du libéralisme, là, c'est qu'on est super mou. Puis on est tellement confortable dans nos libertés qu'on se dit, en fait, on peut juste les appliquer, puis il n'y a pas de mouvements fondamentalistes ou plus extrêmes qui vont pouvoir grimper dans les brèches de notre propre tolérance. Et viendra un moment où il va falloir qu'on réapprenne c'est quoi un libéralisme de combat. Et oui, il y a des droits individuels, et oui, il faut les défendre. C'est pas parce que quelqu'un a une position religieuse qui paraît modérée qu'elle est dans l'état modéré. Je vais te prendre à rebours, OK? Il fut un temps où l'avortement était illégal. Ouais. Et donc, dans ce consensus social-là, avec les élites qu'il y avait à l'époque, essentiellement, si un groupe de femmes s'était réuni pour dire « nous voulons l'avortement », il aurait été interdit, n'est-ce pas? Mais tu noteras quand même que l'avortement a éventuellement été libéralisé parce que les gens ont réussi à s'organiser ailleurs. Oui, mais parce qu'ils ont réussi à s'organiser sans être, sans être interdit de discours, sans être interdit de réflexion, d'échange. Moi, je suis persuadé que sous Maurice Duplessis, on pouvait pas aller louer un sous-sol d'église pour faire une réunion de suffragettes. Bon, tu vois, non, ça se faisait pas, OK? Donc, il y a des moments où on a le droit de légiférer au niveau de l'État pour défendre certaines valeurs qu'on juge fondamentales. Là, la vraie question, c'est celle du seuil. C'est quand est-ce que ça devient intolérable? Quand est-ce que la tolérance peut se permettre d'être intolérante? C'est une immense question. Il y a des rayons et des rayons de bibliothèque là-dessus. Je me suis un peu intéressé à la question. Je vais vous donner la réponse. Il n'y en a pas de réponse facile. Il faut y aller au cas par cas. Mais là, en l'occurrence, que la ministre ait fait ça, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et donc là, tu te poses à la décision du juge. J'ose espérer qu'elle va porter en appel. Et bon, je ne sais pas si elle va remporter l'appel. J'ose espérer que le gouvernement va assumer au moins les frais qu'elle doit payer en son nom. C'est ce qui semble se dessiner, effectivement. Il nous reste 2-3 minutes, Georges, mais autre dossier, pas totalement étranger à ce premier. Bon, liberté d'expression, pourrait-on dire. Geneviève Peterson, une ancienne d'ailleurs de Cube, une personnalité des médias québécois, qui est sortie dans les médias avec une vidéo disant avoir été victime de propos là, un peu diffamants, là, se faire traiter de nom et tout dans l'espace public. Bon, elle s'en plaignait. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, évidemment, certains ont vu ça comme une opportunité de questionner qui étaient ses interlocuteurs et surtout, mettons, leur provenance. Là. Elle a refusé de répondre à ces questions-là. Et donc, évidemment, l'Internet s'est enflammé à savoir est-ce que c'était des personnes issues de l'immigration, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais de cette affaire? Déjà, je trouve que l'emballement est un peu délirant, moi, personnellement, mais après, sur les faits, là, sur le fond de l'affaire. Mais juste, Relations publiques 101, là. Si vous ne voulez pas dire que les personnes qui vous ont agressé étaient des personnes racisées, n'allez pas dire que vous ne dévoilez pas leur identité pour ne pas stimuler le racisme. Parce que là, tout le monde comprend de quoi il s'agit. Mais là, la question ici, elle dit justement, je ne vais pas révéler leur identité parce que je ne veux pas stimuler du racisme ou favoriser le racisme. Il y a un moment où, s'il s'avérait que certaines cultures, et dans les faits, c'est vrai, ont un rapport différent du consensus québécois sur l'égalité homme-femme, si ça, c'était le cas, il faut le dire, il faut le voir, parce que si on veut agir là-dessus, il faut qu'on sache chez qui agir. Puis c'est pas clair que c'est dans toutes les écoles du Québec qu'il faut travailler l'égalité homme-femme de la même manière que dans certaines écoles du Grand Montréal, parce que, écoutez, la culture existe et il faut avoir le courage de remarquer ces choses-là, sinon on est voué à l'impuissance. Sans vouloir remettre ce que tu dis en cause, le consensus québécois, là, je serais bien intrigué qu'on le teste un petit peu. Là. Je veux dire, il reste encore de la misogynie. Mais Francis, il y a des colons. Il y a des colons, il y a des épais, ça je suis d'accord. Mais par contre, pour avoir longtemps habité en France, c'est ahurissant à quel point le Québec est une société libérale, post-religieuse, qui est allée loin dans l'égalité homme-femme. Par exemple, pense à la réforme du Code de la famille qu'on doit à Jolin Barrette, qui est ultra-libérale. Pense à nos positions sur l'aide médicale à mourir. Pense au CPE, qu'on est les premiers quasiment dans le monde à faire ça. On est vraiment une société particulièrement avancé en la matière, puis j'ai pas de misère à dire avancé, je pense que c'est un vrai progrès ici, puis dès que vous sortez du Québec, vous vous rendez compte que c'est pas nécessairement des acquis, qu'en France, par exemple, il y a des mouvements religieux qui sont très forts. Est-ce que tu pourrais imaginer une manif pour tous à Montréal? Une manif contre le mariage gay? Je n'imagine pas que ça puisse se produire. Cela étant dit, il y a des gens qui voudraient qu'on revienne en arrière là-dessus. Il faut apprendre à être sensible à leur discours lorsqu'ils arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça, Geneviève Peterson? Là, on laisse passer, puis on lui demande la prochaine fois de soit ne rien dire, soit de dévoiler les informations, non? Mais comme toutes les polémiques sur les réseaux sociaux, on espère que ça passe vite, mais on n'oublie pas, puis on suggère aux gens responsables d'aller la voir, puis lui demander, c'était qui t'avait agressé? Et de demander aux autres femmes qui se sentent de plus en plus en insécurité à Montréal, y a-t-il un phénomène typique? Y a-t-il une cause commune entre tout ça? Si on la découvre, cette cause-là, qu'on mette en place les politiques publiques pour la traiter. Elle pourrait être culturelle de la même façon qu'elle pourrait être de d'autres sources. Merci beaucoup, Georges Mercier. Toujours un plaisir d'être avec toi. On se retrouve demain.